Bonjour et bienvenue à Un invité à la foi, podcast où on s'entretient avec nos invités sur leur parcours de vie à la lumière de la foi. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial qui a osé défier la logique et entreprendre un rêve par la foi. Il est le premier homme au monde à relier 5 continents à la nage et ce, en moins de 80 jours. J'ai nommé nul autre que Normand Piché. Bonjour Normand. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir de te recevoir. Écoute, pour mettre les choses au clair, tu n'as pas fait le tour du monde à la nage. Tu as connecté des continents. Donc, tu as fait du détroit de Bering à la mer Rouge en passant par l'océan Pacifique, la mer Égée et le détroit de Gibraltar. Tu as nagé dans des conditions souvent extrêmes. Autant que l'exploit est spectaculaire, aujourd'hui, on aimerait s'entretenir avec l'homme derrière l'exploit. Vraiment, moi, ça me fascine de voir des gens qui ont fait des grandes choses. C'est quoi qui est le moteur? C'est quoi qui les motive? Quelle mentalité ils ont pour entreprendre de si grands projets? Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Normand Piché, avant l'exploit, c'était qui? J'ai travaillé pendant au-dessus de 10 ans dans le domaine artistique. Je m'occupais du développement de talents émergents. Mon ex-conjointe, principalement, qui est une chanteuse fabuleuse, au talent immense. Et écoute, on a produit 2 albums, on a fait 2 tournées canadiennes. On avait un désir d'aller à la conquête du monde avec ce projet de musique, de chansons. Francophone ou anglophone? Anglophone. Anglophone? Oui, ouais. Et francophone aussi, là, mais les albums ont été faits en anglais. Et à un moment, l'industrie du disque a planté, ça s'est mis à aller moins bien. L'arrivée du digital. Nous aussi, notre relation personnelle, parce qu'il y avait une relation professionnelle, une relation personnelle, amoureuse, familiale. On a eu un enfant ensemble. Puis à un moment, tout ça, ça a été comme un beau château de cartes qui s'est effondré. Fait que j'ai vécu un sentiment d'échec, de ne pas être allé au bout de mes rêves, de ne pas être allé au bout du sens que ça donnait, tout ça dans ma vie, le sens que ça donnait à ma vie et à la vie en général, dans notre espèce de bulle ensemble. Donc, le projet des 5 continents est né un peu des suites d'un échec, d'un sentiment d'échec. Et j'ai décidé de me servir de l'échec comme d'un tremplin pour essayer de faire mieux et d'atteindre d'une façon différente mais les objectifs que je m'étais fixés. Ouais, sauf que c'est pas tout le monde qui a un échec qui pense à faire le tour du monde à la nage. Je veux dire, comment que ça s'est passé? L'échec t'a amené une dépression? T'as-tu fait vivre une perte d'emploi? C'était quoi ta réalité du moment avant que le projet arrive? Ouais. Naturellement, quand tout ça s'est effondré, mon projet avec Jennifer, qu'elle s'appelle, il y a eu une transition. Il y a eu une dépression, je dirais pas une dépression, mais un trouble d'adaptation plutôt. Puis j'ai décidé de retourner à l'école, de comprendre l'échec. Qu'est-ce qui avait fait qu'on n'avait pas réussi, tant au niveau personnel que professionnel. Quand je dis professionnel, il y avait quand même une réussite qui était là, mais pas à la hauteur de vos attentes. De nos attentes. Alors, j'ai fait un retour aux études. Je suis allé étudier en psychologie. Après ça, j'ai fait un cours de programmation neurolinguistique qui m'a amené à devenir d'une certaine façon coach personnel pour certaines personnes qui avaient des objectifs, qui avaient des désirs d'objectifs à atteindre. Et ça m'a amené tranquillement à me retrouver aux Olympiques de Sochi. Comment? Pour quelles circonstances? Pour accompagner des athlètes là-bas. OK, donc tu étais leur coach un peu... Non, c'était plus sur une relation amicale. OK. Mais je me suis retrouvé, j'ai eu la chance d'être là-bas, puis je terminais mon parcours en PNL. Fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas me servir de ça comme d'un grand laboratoire, d'avoir accès à tous les athlètes qui vont être présents à la Maison du Canada où j'avais une accréditation. J'avais envie de faire une recherche sur leur savoir-faire, sur leur savoir-être, sur comment les stratégies qu'ils avaient utilisées pour se rendre jusqu'aux Olympiques. Souvent, ça naît d'un rêve. Et là, je me retrouvais avec un paquet de monde qui se retrouvait à réaliser leurs rêves. Alors, j'ai interviewé beaucoup d'athlètes, leurs coachs, les proches, conjoints, conjointes, les membres de leur famille. Et il y a quelque chose d'un peu spécial qui s'est passé à Sochi parce que j'étais comme dans cette espèce d'énergie olympique-là. Ça m'allumait quelque chose en dedans de moi. Ça me redonnait espoir sur mes rêves, des choses que je n'avais pas concrétisées puis que j'avais peut-être encore le goût de les concrétiser. J'aime bien répéter ça parce que c'est vraiment à la première cérémonie de remise de médaille qu'il y a quelque chose de très spécial qui s'est passé en moi.
Je voyais les athlètes sauter sur le podium, aller chercher leur médaille. Il y a des gens d'un peu partout dans le monde, tant canadiens que d'un peu partout sur la planète. Et je voyais la fierté dans leurs yeux. C'était pour moi très révélateur du sentiment dans lequel j'avais envie de vivre ma vie. Et c'était combien de temps après la rupture? 3 ans. 3 ans après, tu étais à Sochi, tu avais fait... OK. À peu près 3-4 ans, je te dirais. OK. 3-4 ans. Étais-tu quelqu'un de principalement sportif à la base? Oui. OK. Même tu étais dans le milieu artistique, tu étais un gars qui était compétition. C'est quel genre de sport tu faisais? Je faisais du triathlon, la nage, naturellement. J'ai nagé depuis que j'étais enfant, assez jeune, 7-8 ans. Je faisais du triathlon, donc de la course, du vélo, du saut. OK. Un gars actif. Ouais. À l'époque des Olympiques, je faisais beaucoup de triathlon. OK. Et sur place, c'est ça. Il y a un soir, en revenant de cette fameuse remise de médailles, je me suis dit, si je devais mourir aujourd'hui puis que j'avais la possibilité d'être réincarné ici maintenant, comment je souhaiterais revenir? Et ça m'est monté tout simplement. En fait, ça a été mes passions qui ont remonté. Je me disais, je reviendrais, je serais un grand nageur. Je ferais le tour du monde. Je ferais des Olympiques. Puis, ce soir-là, je me suis dit en même temps, la vie, elle est là. Je ne ferais peut-être pas les Olympiques, mais je pourrais faire mes Olympiques, mes propres Olympiques à moi. Et ça a été la petite flamme. Puis ça a pris quand même quelques temps avant que le projet des 5 continents à la nage naisse. C'est pas né du jour au lendemain. Je me suis énormément questionné, justement, sur c'est quoi mon rêve. C'est quoi que j'ai le goût, moi, vraiment. Pour moi, entre avoir des objectifs et un rêve, c'est deux choses un peu différentes. On peut avoir plein d'objectifs dans la vie, mais le désir de s'épanouir, tant au niveau personnel, professionnel, relationnel, le désir de prendre tout ce qui m'habite comme talent puis de mettre ça de l'avant. À un moment, j'ai fait l'addition de tout ce qui me passionnait, toutes les expériences que j'avais vécues dans ma vie, les aptitudes que j'ai, les talents que j'ai. Puis j'ai entendu parler de ce projet de 5 continents à la nage. Il y avait 2 Français, un Marocain qui l'avait fait à l'époque dans un projet qui était un petit peu similaire, de relier des continents. Puis ça, quand j'ai entendu parler de cette idée de relier les 5 continents, ça a été un feu d'artifice en moi. Wow. T'avais quel âge, à peu près? 45 ans. 45 ans au jeu de Sochi? Non, j'étais plus jeune. J'avais 45 ans quand j'ai fait le projet des 5 continents. OK. Donc, tu étais dans la quarantaine quand ça t'a pogné, là. Avant ta rupture, parce que tu nous as dit que c'était l'élément déclencheur là, qui t'a amené à te questionner sur les passions puis tout. Peut-être pas la rupture, là, mais une file de circonstances dont ça. C'était quoi ton rêve? C'est quoi que tu te visais comme... Est-ce que c'était d'être le gérant d'artiste? C'était-tu de faire le tour du monde? C'était-tu la famille? Oui, c'était quoi le... C'était un peu tout ça. Okay. C'était le gérant de l'artiste, de pouvoir faire le tour du monde avec la femme qui faisait battre mon cœur et ma fille aussi là-dedans, qui est arrivée dans le parcours. Donc, le rêve, c'était la carrière internationale. C'était carrière, de joindre la famille à la carrière dans le monde artistique. C'est ça. C'est ça qui t'animait. Mais le sport n'était pas là. À cette époque-là, tu n'avais pas une ambition. Je pratiquais. Donc, c'était pas un rêve. OK, je comprends. J'avais peut-être eu l'idée des Olympiques plus jeune parce que mon coach de natation, quand j'ai abandonné préadolescent, là, il m'avait dit, si tu avais poursuivi, tu as un beau talent. Qui sait, tu aurais peut-être pu te rendre aux Olympiques. Ça m'a toujours resté en tête. Que quand le projet des 5 continents à la nage est né, je me disais, c'est ça. Ça va être l'ensemble peut-être de choses que je n'ai pas réussi à faire ou d'autres que j'ai abandonnées. Quand tu parlais que tu es retourné à l'école, tu as étudié PNL, et puis est-ce qu'il y a des traits de ta personne que tu as développés à ce moment-là ou c'est des choses que tu avais avant? Où ce que je veux en venir avec ça, c'est l'aspect combatif, l'aspect d'oser, l'audace, tout ça. Personnellement, est-ce que c'est des choses que tu es toujours en toi? Depuis petit gars, tu étais quelqu'un qui était Daredevil, là, puis qui... ouais? Tout à fait. Oui, okay. J'ai toujours été une personne avec beaucoup d'imagination, de créativité, puis des désirs de réaliser des projets un peu spéciaux. Okay. Je me souviens à 15 ans, en fait. Je vivais dans un petit village de 5000 habitants. Pas tout à fait même 5000 habitants. Puis
J'étais président d'un club jeunesse. OK. Que j'avais repris parce que le club était sur le point de fermer. C'était une catastrophe. Les finances allaient mal. Puis le club senior, les optimistes, m'avaient communiqué avec moi pour me demander si je reprendrais la présidence du club jeunesse. Puis ça a été pour moi un défi. Fait que j'ai embarqué là-dedans. On a refait un nouveau conseil d'administration. On a recruté des nouveaux membres. On a fait les activités communautaires qui étaient nécessaires pour les jeunes, pour les moins jeunes. Puis ça a fini, j'ai fini ma saison qu'on a gagné le club numéro 1 au Québec. J'avais 15 ans. Un petit village à numéro 1 au Québec. Ouais. Wow. On avait rencontré toutes les espèces d'objectifs qu'il fallait contribuer au sein de notre communauté. Ça, c'est un beau projet. Puis, tu vois, c'est pour te dire que oui, effectivement, très jeune, moi, de m'embarquer dans des défis, d'organiser des événements. Tu as toujours été là-dedans. Ça a toujours été Et comme ça. Ta famille, tu as grandi avec tes deux parents. As-tu une grande famille, des frères, sœurs? J'ai 2 sœurs. OK. En fait, on a quand même une bonne différence d'âge. Là. Mes parents m'ont eu très, très jeune. OK. Eux sont, les 17 sœurs sont ans, plus jeunes. Puis mon père, 21 ans. Là. Okay. Ma mère, elle a accouché, elle venait tout juste d'avoir 18 ans. Oh. Fait que mes sœurs sont issues d'une nouvelle relation de ma mère avec... mais j'ai 2 sœurs. OK. Sont-tu un peu dans ton tempérament? Ils ont-tu fait soit en parachute ou... Non? OK. Non, ben la plus âgée de mes sœurs, je te dirais que c'est une fille de projet aussi, dans des aspects différents, mais c'est une fille de projet, ça, oui. Mon autre sœur, la plus jeune, elle est plus terre à terre, disons. OK. Ouais. OK. Écoute, souvent, le confort dans une vie nous empêche d'oser faire des choses qu'on veut entreprendre. Dirais-tu que pour toi, l'épreuve a été nécessaire pour que tu oses faire ce rêve-là? Est-ce que tu aurais été capable, tu penses, d'entreprendre un projet comme ça en étant le gérant d'artiste, la maison, la femme, les enfants, tout, ou il a fallu que tu passes un moment d'épreuve pour arriver à oser faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait auparavant? J'ai envie de te dire oui et non. OK. Parce qu'il y a une partie de moi dans ma nature qui est tout à fait alignée vers ça. OK. C'est sûr que ça a été un tremplin, là, le sentiment d'échec, là, parce que je me disais, j'ai pas envie de vivre avec des regrets dans la vie. Je vais quand même en avoir un jour parce que c'est drôle, je parlais justement du projet de musique avec quelqu'un récemment, puis je disais, je vais toujours avoir, le jour de ma mort, je vais avoir un regret de ne pas avoir atteint ce que l'on souhaitait avec ce projet-là. Parce que le talent de l'artiste était là, puis le talent du manager, en tout cas la volonté du manager. Je dis, j'assume peut-être pas le talent parce que j'étais très green à l'époque, début vingtaine, puis pas de limite de me dire, je vais apprendre, je vais cogner tout aux portes. Je vais cogner aux portes, je vais défoncer des portes s'il le faut, et je l'ai fait, tout ça. J'ai appris à travers des erreurs, à travers des bons coups. À force à coup de détermination et de persévérance, on a fait quand même un grand bout là-dedans, mais je vais toujours rester avec un petit... Ouais. Ça, c'est ton regret. Mon regret, c'est un regret. C'est une déception, une petite déception qui est restée là, qui a probablement nourri le projet des 5 continents. OK, je comprends. Tu as nagé dans des conditions extrêmes, des courants violents, des eaux glacées, des prédateurs marins. Toi, tu y voyais un défi de vie. Il y en a d'autres qui y voyaient un danger mortel. As-tu peur de la mort? Non. Si toi, il n'y a rien, tu n'as pas de limite vraiment à entreprendre. Parce que, veux pas, admettons moi, là, traverser un océan ou d'un territoire à un autre avec des vents violents, des prédateurs marins, pas sûr. Il y a quelque chose, mais toi, c'est comme you're fearless. T'as pas ce sentiment de... Je me sentais en confiance. J'étais bien préparé. La préparation physique a été quand même massive. Là. OK. Fait qu'au niveau de la préparation physique, au niveau de la nage, je me sentais bien. Au niveau des prédateurs marins, les chances de se faire attaquer sont minces. On s'entend. J'ai nagé, j'en ai vu des requins là, en dessous de moi, là, une douzaine à un moment. Puis c'est pas parce qu'il y a des requins qui vont t'attaquer. J'aime bien dire que les requins, j'en ai rencontrés beaucoup plus sur terre qu'en mer. C'est bien dit ça. Fait que beaucoup plus dangereux sur terre qu'en mer. Alors, non. Oui, il y avait parfois des inquiétudes. Il fallait quand même être brillant puis de ne pas aller se foutre dans la gueule du loup. Là. Mais je veux dire, j'avais une relation aussi avec la mer d'une certaine façon que
J'en parle dans mon livre d'ailleurs, que j'ai des conversations avec la mer pendant ces traversées-là. Tu sais, quand tu nages pendant 6, 7, 8 heures, à un moment, ton mental... tu sais, je demandais la sécurité à la mer, je demandais de m'envelopper, de me protéger du froid, des prédateurs, puis que je n'étais pas une menace pour eux. Que mon intention derrière ce projet-là, c'était vraiment de créer des liens. Des ponts. Entre l'homme et l'eau, que les différentes cultures que l'on rencontrait, les différents pays. Ouais. J'ai commencé le projet avec le détroit de Bering. C'était quand même symbolique de mon désir aussi d'évoquer un message d'union et de solidarité en commençant entre la Russie et les États-Unis. Il y a quelque chose là, qui cette forte symbolique. Lequel, puis je l'ai entendu dans l'entrevue, mais j'ai un blanc. Quel parcours a été le plus difficile physiquement? Ça a été l'Égypte-Jordanie dans la mer Rouge. Okay. Psychologiquement et physiquement ou strictement? Physiquement, j'étais plus capable. Après, on n'était pas à la moitié de la traversée que physiquement, j'étais plus capable. Wow. Je nageais littéralement face à un mur, le courant devant moi. Puis si je m'arrêtais, ne serait-ce qu'un petit peu de mon rythme de nage, on reculait, moi, le kayakiste. Puis je voyais le reste de l'équipe sur le bateau, un peu plus loin, le bateau qui brassait avec intensité, puis moi, je nageais là-dedans. Fait que, physiquement, ça a été la plus difficile, au point où je pensais, puis c'était la dernière traversée. Là, je me disais, on a vécu tellement d'embûches puis de défis à surmonter tout le long de l'expédition sur les 4 traversées précédentes. Puis là, j'étais en train de réussir de faire la dernière traversée. J'arrive à mi-chemin, puis là, je me dis non, je me rendrai jamais jusqu'au bout. C'est impossible. J'avais le corps en feu. Mes muscles, là, j'avais littéralement l'impression d'avoir le corps en feu. J'avais des douleurs, des crampes. Puis, à un moment, il y a un switch qui s'est fait où le mental a embarqué. Et j'ai pu continuer. Fait que mentalement, physiquement, la dernière traversée, mais chacune des traversées a eu son de défi. De défi. Puis chaque traversée a failli être un échec en soi. Parce qu'il y a des choses, on avait une logistique bien ficelée, mais quand on arrivait sur le terrain, entre ce qui avait été préparé puis la réalité locale, c'était 2 choses différentes. Alors, chacune des traversées a vraiment failli échouer. Wow. Tout projet, en fait, toute vision doit avoir une provision financière dans ça. Écoute, c'est un gros défi. Oui. Les fonds, est-ce qu'ils venaient de toi? C'était-tu des commanditaires? Comment tu as pu financer un tel projet? Ça s'est financé en plusieurs étapes et de différentes façons. Moi, j'ai fait un investissement personnel dans le projet, mais je ne suis pas millionnaire, là, puis pas des masses, pas tant que ça. J'avais un peu d'économie, un petit coussin que je voulais jamais toucher au cas où il m'arrive quelque chose. Puis ma fille, je me disais, mais là, j'ai décidé d'investir en moi. Donc, ce que j'avais, je l'ai mis progressivement. J'ai fait du crowdfunding là-dessus. Il y a eu au-dessus de 25 commanditaires qui ont embarqué, de grands commanditaires à plus petits. Le gérant, il rembarquait là, pour aller chercher les... Okay. Ouais. Fait que ça s'est fait de cette façon-là. Puis on a monté un plan d'affaires, puis il y a eu de l'investissement en capital de risque, avec les activités post-expédition qui venaient après, là, la production du documentaire, le livre, les conférences, etc. Fait que ce projet, c'est un projet sportif, mais c'est également un grand projet d'affaires en soi. Projet d'affaires, c'est ça. OK. Écoute, tu as dit beaucoup de choses dans les dernières minutes. Ça m'amène à une question que j'avais. Pour relever un tel défi, puis je le rappelle, tu as relié 5 continents à la nage, c'est pas rien, et tu es le seul qui l'a fait en moins de 80 jours, donc c'est un exploit en soi. Pour réaliser un tel projet, tu dois avoir soit une confiance démesurée en tes moyens, ou une confiance en quelque chose de plus grand que toi. Est-ce que tu te considères plus cérébral ou spirituel? Et quand je dis spirituel, je ne parle pas religion. Là. Je parle parce que tu as parlé que tu parles à la mer. Tu parlais des fois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On dirait que c'est toujours c'est pas toujours réfléchi. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de spirituel? Oui, tout à fait. À quel niveau? Parce que tu as fait beaucoup le tour du monde aussi. Il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs confessions de foi dans tout ça. Quelle confession de foi que tu trouves qui se rapproche plus de tes valeurs spirituelles? Écoute, j'ai rencontré oui, effectivement, autour du monde, on a rencontré des gens de toutes sortes de religions différentes. Je
sais pas trop quoi te répondre à ça. Moi, j'avais la foi pour moi, c'était dans ma capacité à réaliser ce projet-là, peu importe ce qui se présentait devant nous. Puis j'ai appris à travers le voyage beaucoup sur l'être humain, à force d'observer. Je disais au début, il faut s'ouvrir le cœur, les yeux, nos sens au monde que l'on rencontre. C'est plus à nous à s'adapter à leur culture. Que nous imposer la nôtre. Que moi, j'arrive avec une équipe, puis un projet, puis que je veux faire ci, puis que ça va se passer comme ça. Ça doit se passer de telle façon parce qu'on pensait que ça devait se passer de telle façon. Mais sur le terrain, comme je te disais un petit peu plus tôt, c'était pas ça. Alors, un des outils qui a été nécessaire, c'est vraiment l'ouverture sur le monde. Alors, je peux pas associer ma foi plus à une culture ou à une autre. Mais comment tu vis ta spiritualité? Si tu te définis comme quelqu'un de plus spirituel que cérébral, comment tu vis ta spiritualité? C'est quoi pour toi? Simplement. Okay. Je te dirais simplement. C'est une bonne question. Je la vis simplement. Je la vis instinctivement. Je la vis avec les petites voix qui me parlent dans le sens... Non, je comprends. Tu comprends? L'intuition. Oui, l'intuition. J'essaie de suivre... mes passions, puis ma sensibilité face aux choses qui se présentent devant moi. Donc, tu as comme un peu défini ta spiritualité en fonction de tes valeurs qui est chère pour toi. Tu ne les associes pas nécessairement à quelque chose que tu adhères ou que tu as lu ou que tu as grandi, mais c'est vraiment par rapport à ton cheminement de vie, comment que tu définis tes valeurs, c'est à ça que tu attaches ta spiritualité. Ma spiritualité, moi, si je peux te faire une image, je me souviens, plus jeune, je rêvais de partir en fusée, tu sais, puis de pouvoir observer la Terre. Puis pour moi, c'est un peu ça, tu sais, la spiritualité. Mon Dieu, c'est l'espèce de boule d'unité que je pourrais voir si j'étais projeté à des milliers de mètres d'altitude. Alors pour moi, c'est l'ensemble de tout ce qu'on est en tant qu'être humain dans nos différences qui je te dirais, c'est à peu près ça, ma spiritualité, je comprends. Ma façon de voir le monde. Est-ce que, parce que j'étais un peu plus jeune, une des choses qui moi, m'a amené à vivre ma spiritualité de confession chrétienne, mais ça a été le jour où j'ai réalisé que j'avais plus d'opinion que de conviction. Tu sais, j'ai des amis qui étaient devenus chrétiens, puis ils m'invitaient à la maison pour parler de leur foi. Puis là, c'est Jésus. Hey, guys, là, capotez pas. Là. Tu sais, j'avais grandi autant que des musulmans, qu'avec des juifs, qu'avec... Fait que je dis, guys, il n'y a pas juste Jésus, là. Non, c'est Jésus, tata. Puis là, moi, je leur disais, non, toutes les religions, c'est le même Dieu, puis c'est la même affaire. Puis là, j'avais vraiment ma philosophie de la chose. Puis à un moment donné, un de mes amis me dit, mais Steve, pourquoi tu penses ça? Je dis, c'est passé comme ça. Puis cette question-là m'est restée dans la tête. Puis c'est là qu'en reconduisant chez moi, j'ai réalisé que j'avais fait de ma spiritualité une opinion. Tu sais, c'était de la manière que je voyais le monde, mais est-ce que j'avais une certitude? Est-ce que j'avais mis ma foi sur quelque chose de tangible ou sur quelque chose... Et c'est là que j'ai compris que... en fait, c'est là que ça m'a poussé à aller chercher. Et là, pour les défier, j'étais allé lire la Bible, lire le Coran. J'essayais de leur prouver mon point. Mais tout ça pour dire que... Tout à l'heure, tu parlais que tu es venu à tu as réalisé que tu voulais pas vivre des regrets, puis tu t'es dit, si je devais mourir aujourd'hui, est-ce que ça m'a... Tu sais, il y a quand même des grandes questions existentielles. Est-ce que ta spiritualité t'amène à pousser tes recherches de ce côté-là? Tu sais, je parle juste, admettons, la mort. Est-ce que la vie après la mort? Est-ce que... tu as parlé tout à l'heure de réincarnation. Est-ce que tu crois plus à la réincarnation que... Et est-ce que tout ça, c'est fondé sur... une espérance ou fondée sur quelque chose que tu as lu ou tu as grandi avec ces valeurs-là? Comment... J'ai pas trop d'espérance. Okay. Quand je parle de réincarnation, c'est une supposition. Il n'y a pas personne qui peut me confirmer. Il n'y a pas une fourmi qui a dit hey, « j'étais... Puis par rapport à la mort, y a-t-il quelque chose après? Ou pas? Je ne le sais pas. Puis, est-ce que c'est curieux? Est-ce que c'est quelque chose qui te fascine? Non. OK. Non, pas tant, parce que je ne sais pas, puis je ne sais même pas si on va finir par le savoir ou pas. T'sais. Moi, j'essaie de profiter du moment présent. Ouais. J'essaie d'être un être humain qui se développe et qui s'améliore de jour en jour. J'essaie comme je disais tout à l'heure, de m'ouvrir au monde, puis
après, tout le reste, tu sais, je m'en suis déjà posé plus jeune des questions, puis... Écoute, je vais pousser encore. Je vais creuser encore plus loin. Est-ce que... Parce que tu m'as nommé plusieurs choses qui... Tu es quelqu'un qui a toujours été un peu créatif, qui a de l'audace. Tu t'ouvres justement sur le monde, tu as cette ouverture-là. Si tu as décidé d'être coach parce que tu croyais en l'être humain aussi, tu voulais développer le potentiel humain, tu as eu des temps de solitude en mer. Est-ce que tu as déjà eu des expériences spirituelles que tu peux pas vraiment expliquer parce que les gens ne comprendraient pas, mais tu parlais tout à l'heure de voix, de choses. Je peux t'en expliquer. Donc, tu as déjà expérimenté, OK, mais du domaine spirituel. Parce que c'est pas explicable. De mes expériences, par exemple, avec la mer, de mes conversations avec la mer. Okay. Moi, je faisais mes demandes. Je lui parlais, par exemple, la Russie, Alaska. Ça a été très complexe de se rendre jusqu'au centre du détroit de Bering. Et une fois sur place, d'avoir toutes les autorisations nécessaires pour faire les traversées. Comme je le disais un petit peu plus tôt, ça a failli échouer tout ça, à la première traversée. Mais à un moment, quand je suis arrivé sur place, la véritable autorisation pour moi que j'avais à demander, c'était à la mer. Je m'en vais me baigner dans les eaux, tu sais. Puis c'est à elle que je demandais la protection, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Et des signes qu'elle me répondait, bien, j'en avais. Moi, je décidais de les accepter, de les apprêter comme ça. Mais, par exemple, justement, Russie-Alaska, je sais que la traversée va avoir lieu. Je fais mon talk avec la mer. Je lui parle, puis je suis sur le point de terminer ma jasette avec elle, si tu veux, d'une certaine façon. Et puis là, je dis, hey, une chose qui serait extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'ils se mettent à neiger. D'avoir de la neige pendant qu'on est ici. Puis là, je finis mon speech avec la mer, puis il se met à neiger. La même journée? Au moment même. Wow. Fait pour ça a été un moment pour moi une réponse. Puis j'ai comme eu une espèce de feeling, de frisson interne, un peu glacial, un peu froid que j'avais jamais vécu. Puis je me dis, mon Dieu, elle me répond à sa façon. On n'est pas en train de se parler avec des mots, mais on est en train de se parler d'une façon différente. Puis elle ne te répond pas avec des mots, mais sa réponse, oui. Tu sais, Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'Indonésie, on est sur le point d'amorcer la traversée. Je viens d'être informé que là où je vais nager, en plus des méduses, que ça j'étais informé, il y avait des méduses qui pouvaient être mortelles dans certaines régions de la traversée. Mais on me dit qu'il y a aussi beaucoup de requins. Tu sais, j'ai pas peur des requins, mais plus il y a de risques. On est dans le bateau qui m'amène au point de départ, puis là, je suis un peu inquiet, puis j'avais oublié mes bracelets qui repoussent les requins en Indonésie, puis je sais qu'il y a les méduses qui vont être là, puis je fais mon talk avec elle, puis on est sur le point là, de commencer la traversée, puis là, il y a plein de poissons volants qui se manifestent autour de la chaloupe, puis quelques secondes plus tard, des dauphins, un banc de dauphins qui vient sauter autour de nous. C'était complètement magique. Puis là, je me disais encore une fois, c'est elle là, qui me répond, qui me dit, ça va bien aller, tu sais. Sois confiant. Tu vois, donc c'est une forme de spiritualité. Moi, en fait, la manière dont tu en parles, ça me fait beaucoup penser à la culture autochtone. Tu sais, ils croient beaucoup à la nature, ils prient justement au ciel, à la terre, à la mer. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. C'est sûr, moi, par mes convictions chrétiennes, j'aime mieux croire, pas j'aime mieux, mais je crois plutôt que je crois au Créateur plus qu'à la création. C'est ma façon. Puis je comprends que pour toi, il y en a qui vont dire la vie m'a répondu. Après ça, c'est une question de mots. Là. Mais dans l'expérience que tu as trouvée, donc tu y attaches une spiritualité. Donc tu sais que cette affaire-là n'est peut-être pas juste cérébrale. Là. Il y a quelque chose de plus qui t'a amené à le destin. Ouais. Tu y crois? Est-ce que tu crois que tu étais appelé à faire ça? Ou c'est toi qui as provoqué? Je pense que j'ai provoqué. Okay. Ouais, plus que le destin. Je pense, tu sais, à chacun sa façon de voir les choses. Je pense que notre destin, je pense que l'être humain, on est des créateurs et on crée notre destin. On crée notre histoire. Ma vie, je peux la dessiner de plusieurs façons différentes. Tu choisis, puis je choisis, puis je décide d'aller là. Après, est-ce que c'était prédestiné, tout ça? C'est un peu comme parler de la mort puis de dire, il se passe quelque chose de l'autre côté. Et là vient la foi.
Le destin, peut-être pas. Qu'est-ce que tu dirais, après avoir réalisé un si grand exploit, je sais pas, parce que tu l'as bien dit tout à l'heure, j'ai aimé l'exemple que tu prenais entre les requins dans l'eau et les requins sur Terre. Est-ce que ton plus grand défi a été celui-là ou après? Est-ce que la vie de tous les jours est un plus grand défi que d'avoir relié 5 continents à la nage pour toi? Bien, 5 continents à la nage, ça a été un défi très condensé. Pendant 80 jours, là, autour de la planète, tu étais dans une espèce de amazing race aussi, parce qu'il y a les temps, il y a les budgets respectés. Disons que ça a été un bon condensé. Mais au quotidien, la vie nous amène son lot de défis pas plus faciles, je pense. Mais peut-être échelonnés sur du plus long terme. Tu sais. Mais avec parce que tu es coach, donc tu as appris, il y a des en fait, principes. J'ai fait une formation, mais j'ai. OK, t'es pas coach. OK, tu as juste fait la formation. J'ai pratiqué pendant un certain temps, puis encore une fois, ça fait partie des choses que j'ai réalisées que, peut-être j'aurais dû. Je l'ai fait pour. Tu sais, j'ai fait la formation, c'est cool, j'ai une pratique qui va bien. Est-ce que j'ai le goût de faire ça au quotidien? Non. Tu fais des conférences quand même. C'est ta manière d'inspirer. Est-ce que qu'est-ce que tu as appris de ton exploit d'avoir relié 5 continents à la nage et de la vie de tous les jours? Parce que tu l'as dit, moi, la manière que je le voyais, c'est quand tu nageais, tu ne penses pas à ton loyer, là. Tu ne penses pas à une mauvaise nouvelle quelconque ou whatever. Tu es dans ta passion, puis on dirait que tu te décroches de tout le quotidien, mais quand tu arrives ici, ben, tu dois faire face à un membre de la famille qui est malade, des dettes, perdre ton emploi. Il y a tellement d'épreuves que ceux qui pensent y arriver seuls par leur force et leur capacité, des fois, ils frappent un mur parce qu'on se rend compte que souvent, on n'est peut-être pas aussi fort qu'on le pensait. Dans ton expérience de vie, avec tout ce que tu as appris comme coach ou dans la formation, qu'est-ce que tu as appris que tu peux appliquer dans la vie de tous les jours pour des gens qui nous écoutent, ou même encore toi aujourd'hui, après toutes ces années, qu'est-ce que tu as retenu que tu appliques dans ton quotidien pour que la vie soit plus facile? L'adaptation. C'est très relié avec la nage en eau libre. Nager dans une piscine, nager en mer, c'est deux choses différentes. Fait que, je ne veux pas juste le relier à la natation. Quand tu nages dans une piscine, ben, c'est plat, puis tu suis une ligne, tu tournes au bout, puis tu reviens. Alors qu'en mer, d'un coup de bras à l'autre, c'est pas moi qui décide. Je dois m'adapter continuellement à la nature, à ce que la vie, à mon environnement m'offre. Alors, l'adaptation, c'est probablement la chose que j'ai le plus appris à maîtriser le mieux à travers ce projet-là. Donc, quand tu l'appliques à notre dans la vie au quotidien, dans ma vie, je vais dire un petit peu plus normale qu'en expédition, ben, j'essaie de m'adapter aussi de la même façon, de conserver le contrôle sur les choses qui sont en mon contrôle. Et de lâcher prise. D'avoir de la résilience face aux choses que je ne peux pas contrôler. Très bon ça. Parce qu'il y en a plein. Puis on peut se laisser abattre. Moi, j'ai vécu des situations c'est pas faciles, même en préparation des 5 continents. J'ai revécu une deuxième relation. Je me suis séparé, après ma conjointe, je me suis séparé en plein processus de préparation des 5 continents. Mon père a été victime d'un AVC, paralysé au lit. Il a été pendant 8 ans. C'était difficile de vivre ça en même temps puis de n'avoir aucun contrôle. Mon père, par exemple, je vais en faire une petite parenthèse, mais je me suis dit, OK, il y a eu une attaque cérébrale. Moi, je viens de faire des études en programmation. Je vais dans le but de devenir coach. Je pourrais peut-être le coacher, l'aider. Je trouvais que les éléments de la vie arrivaient bien. Je l'ai fait, mais à un moment, je ne pouvais pas faire le travail pour lui. Et lui, quand il a compris qu'il ne retrouverait plus de normalité, qu'il aurait besoin d'assistance tout le temps, qu'il serait dans un lit probablement pour le restant, il a abandonné. Il avait commencé à faire une réhabilitation. C'était douloureux de voir ça, mais je n'avais aucun contrôle là-dessus. Ouais. Je pouvais l'accompagner, mais à un moment... Tu ne peux pas le faire à sa place. Je ne peux pas le faire à sa place, puis j'ai dû me reculer parce que c'était souffrant. Puis dire, c'est son choix. Fait que de s'adapter, je pense,
les choses sur lesquelles on a le pouvoir, le contrôle, donc nous-mêmes, ben ça je m'en occupe. Puis après, le reste, ben, je compose avec. Comment qu'on fait pour le lâcher prise? Parce que c'est, tu sais, souvent les gens le disent, on le comprend, mais c'est pas évident, là. Y a-tu quelque chose, toi, que tu fais comme routine ou qui t'aide à lâcher prise sur une situation que tu sais, écoute, ça, je contrôle pas, là. Je vais pas forcer. Ben, je vais te répondre d'une façon très simple. Hein. Comment on fait pour lâcher prise? On lâche prise. Aussi simple que ça. Juste de ne pas réaliser que tu n'as pas le contrôle là-dessus. C'est comme 1 + 1 = 2. Ben, est-ce que j'ai le contrôle? Oui, parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le contrôle? Non. Qu'est-ce que je peux faire pour être bien dans la situation, d'être connecté à mes valeurs par rapport à X, Y, Z? Puis de suivre. Là vient la spiritualité. Il y a une expression qui dit « let go and let God ». Le lâcher prise, tu n'as pas le choix d'espérer à quelque chose d'autre ou à tes valeurs, comme tu dis, mais de ne pas forcer parce que c'est là que ça craque très souvent. Tu fais des conférences, t'as inspiré des milliers de personnes par ton livre, par tes conférences. Quel est le prochain... Parce que je lisais un peu ce que tu faisais, puis ça revient beaucoup à, écoute, ose réaliser tes rêves. Vas-y. C'est quoi les rêves de Normand Piché après un tel exploit? Ben, j'en ai plein de rêves, de grands, de plus petits, certains face à la situation actuelle qui sont repoussés ou qui n'auront peut-être pas lieu, que le mouvement était parti vers une autre expédition. Puis en même temps, j'ai une certaine forme de reconnaissance par rapport à la situation globale que l'on vit, dans le sens où ça m'a permis, comme beaucoup de monde, je pense, à des introspections, à réévaluer certaines de mes valeurs ou ma façon de voir la vie. Puis, tu peux en parler un peu? C'est quoi les choses que... par exemple, le projet des 5 continents à la nage, c'était mes Olympiques. Donc, on parle de performance, de dépassement de soi. Puis le dépassement, la compétition, moi, je ne l'avais pas avec d'autres collègues qui nageaient dans des corridors à côté de moi. Le dépassement, c'était... la compétition, c'était avec moi-même et de pouvoir réaliser ce projet depuis son début, toute la préparation, tout ce que ça l'impliquait, tant au niveau de la logistique, etc., et de se rendre jusqu'au bout. À travers ça, ben, je me disais, il y a une belle expérience humaine à vivre aussi. Le laboratoire que j'avais été faire à Sochi, ben, je m'en offrais tout un aussi à travers la planète avec 5 personnes à voyager ensemble, un autre membre de l'équipe qui était à Montréal comme gestionnaire, puis plein de petits intervenants qui gravitaient autour de nous. Mais cette dimension humaine-là a pris plus de place que la dimension sportive au final. Sur le livre s'appelle « 5 continents à la nage, une odyssée sportive et humaine ». Puis il y a des gens qui, après avoir lu le livre, m'ont dit « Ouais, tu aurais pu inverser les mots, tu sais. L'odyssée humaine et sportive. » Donc, les rêves que j'ai en ce moment, ben, il y a une portée plus humaine que de performance. Et j'ai été très touché par la cause des migrants dans ma traversée entre la Turquie et la Grèce. Puis là, ben, ce qui me trotte dans la tête, c'est beaucoup en relation avec les migrants. J'ai envie de refaire des traversées. J'ai envie de peut-être justement refaire une traversée Turquie-Grèce, encore dans le corridor des migrants, dans le but, cette fois-ci, de peut-être documenter leur réalité, d'en parler un petit peu plus sur notre territoire ici en Amérique. De faire connaître. Oui, de faire connaître leur cause. Moi, ça m'a complètement bouleversé. Et tu sais, là, je reste à l'affût, puis c'est ma façon de voir la crise des migrants, ben, c'est très différent qu'avant l'expédition. Avant, ben, je lis les journaux. Ou à la télé. Ouais, la télé, j'écoute pas. Mais je lis la presse, de voir. Puis, bon, avant, je lisais des situations de migrants qui... Bon, mais ça n'avait pas la portée que ça a aujourd'hui. Là, je m'intéresse à ça, puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à faire une petite différence ou une grande différence? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Puis j'ai envie, tu sais, dernièrement, là, j'étais en train de faire des démarches pour devenir sauveteur océanique. Puis de peut-être aller travailler sur un bateau qui vienne en aide aux migrants et de vraiment d'aller
vivre l'expérience que je sais qui ne sera pas facile, de secourir des gens en mer dans des conditions extrêmes, ça peut être un peu capotant, excuse-moi le mot, mais on dirait que j'ai un appel vers ça, que j'ai quelque chose à contribuer là-dessus, puis que j'ai peut-être une autre histoire à écrire à travers leur histoire à eux. Mais, moi, je trouve ça inconcevable. Mais il y a un paradoxe à faire entre ta sensibilité pour l'humanité et que ces mêmes crises-là ont été provoquées par l'humanité. C'est des conflits géopolitiques, donc est-ce que ça tente de soulager le problème ou de régler le problème à ta manière? Parce qu'à un moment donné, tu vas aider, tu vas frapper un mur parce que là, tu as des lois, tu as des choses, tu as des situations politiques, puis là, c'est là que ça devient déchirant, puis tu peux même te dire, est-ce que j'ai changé quelque chose ou est-ce que ça tente... Parce que tu as parlé tout à l'heure de la différence entre un objectif et un rêve. Est-ce que pour toi, ces choses-là, c'est un objectif, mais le rêve, c'est de changer tes façons de voir? Comment tu le... Je pense que le changement, de toute façon, ça se passe par petits gestes. Alors, je pense que à partir du moment où je m'implique... contribuer à ta manière. Je contribue, je crée une différence. Ouais. Après, est-ce que je peux changer les choses? Je ne pense pas seul que je peux changer grand-chose. Mais si je peux amener de l'espoir, si je peux amener une contribution qui va inspirer, qui va inciter, que je vais me joindre à un mouvement déjà présent ou que je vais en créer d'autres, un autre, mais... Ce sera ta manière de... Moi, j'ai envie d'être utile. De me sentir utile, ça donne du sens à ma vie. Puis, à travers les 5 continents à la nage, je me suis rendu utile pour moi-même, dans un premier temps. C'est-à-dire d'atteindre mon rêve, d'aller au-delà de l'échec que j'avais vécu, puis de me démontrer que j'étais capable de faire le tour du monde, d'une certaine façon. Dans tes conférences, dans ton livre, est-ce que ça, c'en est un principe? Soyez utile. Parce que quand tu n'es pas utile, est-ce que ça peut justement t'amener dans une zone de confort, puis à un moment donné, tu rêves plus, tu n'as pas de... Est-ce que c'en est-tu une des règles dans ta manière de percevoir la vie maintenant, de chercher à être utile pour atteindre vos rêves? Est-ce que ça a un lien ou ça s'applique juste pour toi, selon toi? Non. Je pense que ça se démontre d'une façon inconsciente là, à travers, par exemple, la conférence. Je ne suis pas là pour enseigner à travers les conférences. Je ne suis pas un formateur. Je ne vais certainement pas dire aux gens comment faire pour atteindre leur objectif parce qu'on est tous des êtres différents et on a tous en soi les solutions pour atteindre nos objectifs. Alors, moi, les stratégies que j'ai utilisées ont été bonnes pour moi. Est-ce qu'elles seraient bonnes pour toi? Peut-être en partie. Non, mais il y a des principes universels qu'il faut que tu appliques. Est-ce que ça, c'en est un de se rendre utile pour l'autre? Certainement. Moi, je pense que ça fait partie de la vie. C'est ça. Pour moi, on parle de spiritualité, on parle tantôt, on a mentionné Dieu, God. Pour moi, Dieu, je reviens toujours à mon image. Pour moi, Dieu, c'est l'ensemble de tous les êtres humains qui sont là et de toutes les espèces qui cohabitent sur cette planète. C'est ça pour moi, le Dieu. Ouais. La force divine plus grande que tout, là, mais c'est justement notre... C'est pas divisé, c'est un tout. C'est ça. Dans nos différences. Nos différences sont notre plus belle richesse collective. Dans ma façon de voir les choses. Donc, c'est une des façons, c'est justement de participer à l'avancement de l'autre. Oui. C'est drôlement satisfaisant de faire ça. Certainement. Quand tu te sens utile, puis quand tu sens que tu contribues au bonheur d'autres personnes, au bonheur ou à assoupir, peu importe, dans l'aide, c'est drôlement... ça crée du bonheur. Ouais. C'est valorisant. Puis tu vois que tu fais du bien. Puis ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est très important qu'on considère qu'on n'est pas des individus, qu'on est quelques milliards sur la planète, mais... Cette pensée-là, tu l'avais avant Sochi? Cette philosophie de la vie? Ma vision là, de la fusée, là, puis terre, ça fait très longtemps que je l'ai. Okay. Je me souviens, j'étais tout petit. Là, puis pour moi, c'était un tout. Je me disais, on est un. Ça fait longtemps que je me dis ça, le one. Mais ça reste. Ça a peut-être pris encore plus de place dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de ressentir les choses. Mais
Mais d'aider l'être humain, tout ça, c'est des valeurs qui t'ont toujours été... Moi, je pense que je suis une bonne personne. Puis j'aime faire le bien. Ça ne veut pas dire que je fais pas le mal aussi par moment, puis que je me plante pas, puis que je fais pas des erreurs. Ça, c'est l'être humain. C'est l'être humain, voilà. C'est dans ma nature aussi. Mais j'aime faire le bien autour de moi. Aussi, une situation aussi conne que d'ouvrir la porte à une dame qui arrive à l'épicerie, puis que tu... Il y a des petites choses. C'est minime. Ouais. Il faut le faire. Il faut. Ben, je veux dire, si tu le fais pas, tu l'as pas. Il y a un motif qui n'était pas là. Je veux dire, d'aider, ça devrait être. Avantage. À contribuer à. Tu crées un sourire, tu crées. La personne, elle apprécie ton geste. Puis, tu sais, moi, j'ai remarqué qu'à travers des petits gestes que je peux faire comme ça, là, aussi simple que d'ouvrir une porte, là, ben, ça l'incite. On dirait que c'est comme si tu venais de donner quelque chose à l'autre. Puis je suis à peu près convaincu qu'un petit peu plus loin, la personne va ouvrir la porte à quelqu'un. C'est vrai, j'y crois à ça. Ouais. Écoute, ça amène à... Et on va clôturer bientôt, mais t'es quelqu'un qui fait du sport, t'as de l'audace, tu me sembles être en santé, en tout cas, avec tout ce que tu fais. T'es même venu ici en bicyclette. T'es quelqu'un où l'activité physique est importante. La pandémie, quel impact que ça a eu sur toi par rapport à autant physiquement que psychologiquement? Parce que là, on parlait plus de virus que de santé. On parlait plus, comment je veux dire, on mettait plus d'accent sur des masques que sur l'immunité de la personne. Comment tu as vécu ça, toi, personnellement? Est-ce que ça a été comme, wow, ça, en soi, c'était une épreuve pour toi parce que tu étais tellement actif, tu es tellement... et là, on t'a emboîté, on t'a mis entre quatre murs, puis reste là, puis comment tu l'as vécu, toi? Ben, premièrement, je ne suis pas resté entre quatre murs. J'ai profité à peu près de tout ce qu'on avait comme liberté pour pouvoir bouger. Je me suis donné une discipline, par exemple, l'hiver qui vient de passer, là. Je sortais de la maison le matin, puis j'allais faire une marche, une course, un peu d'exercice dans un parc. Idéalement, je ressortais le midi, puis j'ai la chance de pratiquer un sport qui n'a pas été trop hypothéqué là, par la pandémie. Les piscines sont restées ouvertes en majeure partie du temps. Fait que je nageais à tous les jours. Puis avant le couvre-feu, quand c'était à 8 heures, à 7 heures, je partais, j'allais reprendre l'air, j'allais refaire des exercices. J'avais besoin de rester actif. Pour moi, c'est très important. C'est la base de mon équilibre. Certainement. Ouais, fait que, ça n'a pas affecté? Oui, ça m'a affecté. Okay. Mais encore là, je n'avais pas le contrôle là-dessus. Fait que tu trouvais les solutions plus que t'apitoyer. C'est ça. Okay. Donc, oui, effectivement. Je n'ai pas le contrôle. Fait que sur quoi j'ai le contrôle? Sur ma discipline de vie, comment je vois les choses. Puis il y a eu des moments, il y a eu des ups and downs, comme tout le monde. Puis à un moment donné, je trouvais ça plate. Puis je me disais, non, on s'habitue à tout. Fait que je me suis habitué à ce que ça soit plate. Okay. Composer, s'adapter, composer avec ce qui est là. Wow. Écoute, on va terminer avec 2 segments, mais avant ce segment, il y a une histoire dans la Bible qui est très... Peut-être que tu l'as déjà connue, mais je trouve qu'il s'applique bien à notre podcast. C'est l'histoire. Jésus va demander à ses apôtres, à ses disciples, de traverser en barque la mer. Et lui, il va prendre du temps à prier. Et là, durant la nuit, les disciples de Jésus sont dans la barque, il fait noir. Et là, à un moment donné, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Et là, il capote. Il dit, « Hey, attends, c'est un fantôme. » Il hurle. Et là, Jésus leur dit, « Inquiétez-vous pas, c'est moi, c'est pas un fantôme. » Et là, tu as Pierre, qui est un peu le gars qui a de l'audace, qui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de sortir et je vais te suivre. » Et Jésus lui dit, « Pierre, viens. » Et Pierre va sortir de la barque et va lui aussi marcher sur l'eau. Okay. Et là, tout d'un coup, il y a un vent qui se fait aller, la mer est agitée. Et là, Pierre a eu peur. Et là, tout d'un coup, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. C'est là que Jésus lui a pris la main, puis il a dit « Embarque », puis là, il a parlé de la foi. Et la révélation derrière ce passage-là, c'est que des fois, on peut avoir la foi pour quelque chose qu'on avait à cœur, mais vient l'opposition. Vient des obstacles de la vie qui te fait douter. Est-ce qu'il y a un temps dans ton exploit? Et je pense que tu l'as répondu un peu tout à l'heure, mais peut-être il y a d'autres choses. Y a-t-il un moment avant, pendant,
après, ça serait surprenant, mais qui t'a amené le doute. Tu sais, t'avais la foi, là. Tu savais que tu y allais, puis là, t'étais crinqué, là, mais boum, il est arrivé une circonstance. T'as parlé de ton père malade, t'as parlé de plusieurs choses. Y a-tu un obstacle qui a freiné ta foi en ce moment-là? Il y en a eu plein. Un qui est le plus majeur, selon toi? Écoute, à un moment, on était en Espagne, on attendait les autorisations pour la traversée du Gibraltar, ça se passait pas, on faisait des démarches, il n'y a rien qui fonctionnait. La saison tirait à sa fin. Il y a eu un petit miracle qui a dû se passer là-bas, là, parce que même les gens de mon équipe me disaient, Normand, là, il va falloir que tu te fasses à l'idée que le Gibraltar, c'est pas pour cette année, puis tu reviendras l'année prochaine. T'sais. Moi, je leur ai dit là-dessus, je reviens à Montréal quand les 5 traversées sont faites, sinon je ne reviens pas, je ne pars pas d'ici tant que ce n'est pas fait. Mais il y en a eu des petits moments de doute. Mais je me disais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça va se passer comme ça. T'sais. On va trouver les choses. Y a-t-il un doute qui a été plus tough qu'un autre, là, que tu dis... Puis là, il a fallu la dernière minute là, que tu te redresses parce que là, c'était comme, OK... Au détroit de Gibraltar, là, en Espagne, là, je commençais à... Ouais, hein. Ça jouait dans les dernières journées. Là. À 2 jours de la traversée, il n'y a rien qui se passe encore. Ça s'est fait la veille. Wow. Puis il a fallu que je fasse des actions que je croyais inutiles, tout à fait inutiles. Mais je me suis dit... Diplomatique, c'est ça? Oui, name it. Mais voilà, mais ça s'est fait. Oui, il y en a eu des doutes, mais pas tant. Okay. C'est ça. J'avais vraiment la foi, la croyance que je réussissais ce projet-là. Wow. Ça, c'était... En tout cas, que j'avais la capacité de le faire. Puis si ça l'échouait en quelque part là-dedans, ben j'aurais ma responsabilité. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Même ça, bibliquement, il y a un verset dans Jacques qui va dire « La foi sans les œuvres, elle est morte ». Il faut que ta foi soit accompagnée d'action. Tu sais, c'est bien beau de croire, mais à un moment donné, tu es obligé de te mettre. Et c'est ça qui fait que ta foi se réalise. Donc, c'est extraordinaire. Écoute, on arrive à nos 2 segments un peu plus souples, décontractés. Il y en a, le premier s'appelle le confessionnel. Confessionnal. Et on connaît toute cette image-là là, chez l'Église catholique, là, le prêtre d'un côté, puis l'autre, puis il doit confesser. Mais il y a une origine biblique à tout ça. La Bible dit que si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si les gens te voient sur un stage, les gens ont lu ton livre, ils t'ont vu dans les émissions médiatiques, ils t'ont vu par les images traverser les mers. Fait que t'as l'air quasiment d'un Avengers aux yeux de plusieurs. T'es un super-héros. Mais s'il y a quelque chose que tu auras confessé de Normand Piché, ça serait quoi? Une confession, là. Je peux être un bon procrastinateur. Vraiment? Ouais, sur certains trucs, là. Ouais. Quand j'aime pas là, quelque chose, là, je suis bon pour repousser. Wow. Je vais te donner un exemple concret. La comptabilité, l'administration, là. Les rapports de taxes TPS, TVQ sont souvent en retard. Ou à la dernière minute. Mais pas, quand j'aime les choses, ça. Un entraînement, tu le repousseras pas. Non. Ouais. Pour que je n'y aille pas, là, ça prend une situation. L'idée de faire avancer un projet, l'idée de faire de la recherche sur un projet, ça, je procrastine pas. Mais il y a des choses que c'est bon, ça. C'est comme le ménage aussi, des fois, là. C'est très bon, c'est très bon. C'est très clair chez moi, mais je veux dire, j'ai réalisé que quand j'aime pas quelque chose, je suis capable de repousser puis de me donner les bonnes raisons pour le repousser. Le manque de discipline peut être appliqué à ce niveau-là. Exactement. Deuxième segment, on a dans les restaurants chinois, souvent, on va voir ça, les fortune cookies, des biscuits avec des pensées. Nous, ici, au podcast, un invité à la fois, on a les divine cookies. C'est des biscuits chinois, mais au lieu d'une pensée, il y a un verset. Okay. Et je crois... c'est personnel, que Dieu peut nous parler à travers la Bible, à travers la parole. Et on t'invite à jouer le jeu, à prendre un biscuit, selon lequel tu veux, tu le casses et je vais lire le verset et ça sera à toi de voir si vraiment la vie t'a parlé, si Dieu t'a parlé à travers ce verset-là. Okay. Donc, c'est à toi. Ben, tiens, je vais y aller avec celui-là. Il est en plein centre. Tu me donnes la référence. Sophonique 3.17. OK. Donc, on est dans l'Ancien Testament, dans les livres prophétiques. On y va tout de suite. Voici Sophonie, chapitre 3, verset 17. Ça dit ceci. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve.
Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est beau, c'est positif. Oh ouais. Ça, c'est la bonne chose. Écoute, je te laisse, tu conserveras ça. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, Normand Piché, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. La version anglophone, elle est magnifique. Là, il parle que Dieu va chanter sa gloire au milieu de toi. Donc, c'est extraordinaire. Normand, merci beaucoup. Ça a été vraiment, pour moi... l'exploit est connu, mais je voulais savoir l'homme derrière. Qu'est-ce qui l'a motivé? Quelle chose qui l'a amené à conserver la foi pour atteindre le but? Et c'est très inspirant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais annoncer, que tu voudrais, entre guillemets, plugger dans les choses qui s'en viennent pour toi? Y a-t-il des conférences? Y a-t-il un nouveau livre? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Il n'y a pas de nouveau livre pour l'instant. Conférence, on travaille là-dessus là, pour quand les choses vont revenir un petit peu plus à la normale. Génial. Ça s'enligne plus vers un show, un one-man show. Oh, wow! Ouais, aller à la rencontre du grand public. Les conférences, ça se fait beaucoup au niveau scolaire et au niveau corporatif. Mm-hmm. Là, c'est peut-être l'idée d'aller rencontrer le grand public, partager ça. Très bonne idée. Avec profondeur sur scène. Alors... Génial, super ça. Écoute, je ne sais pas si c'est une idée ou un projet concret, mais c'est... un projet qui est en train de se... je ne veux pas dire de se concrétiser, on est en développement. Exceptionnel. On va voir comment les diffuseurs vont répondre à Très bonne idée. La production, comment ça va se dessiner. Mais... Oh, wow. Puis, en fait, tu sais, c'est pas mal l'étape qui reste à faire. Parce qu'en faisant les 5 continents à la nage, je rêvais de relier les 5 continents, de faire l'expédition en moins de 80 jours, d'écrire un livre, de produire un documentaire, de faire des conférences. Tout ça, ça a été fait. Bon, c'est sûr que là, la pandémie, c'est venu ralentir, ça a arrêté mes activités. Mais il restait comme d'aller à la rencontre vraiment du grand public. Et je me croise les doigts pour que ça se fasse parce que c'est une belle histoire. Dans ses hauts comme dans ses bas. Je pense que j'ai une histoire qui mérite d'être racontée. Non pas pour aller me regarder le nombril, là, mais plutôt faire rêver les gens. Puis de démontrer d'une façon concrète et immersive, parce que le show se veut immersif, que c'est possible. Peu importe c'est quoi, toi, ton rêve. Peu importe c'est quoi, toi, qui te fait vibrer. Mm-hmm. L'important, c'est pas je ne veux pas inciter les gens à relier les 5 continents à la nage ou même à nager. Tant mieux si ça les inspire à aller nager. Mais c'est de les appliquer à leur réalité. C'est ça, d'appliquer mon truc à leur réalité. Et si moi, j'ai réussi à faire ça à partir d'un échec, puis je me suis servi de ça comme d'un tremplin, je pense que tout un chacun a la capacité, la possibilité, peu importe c'est quoi, de réaliser son rêve, enfin, ce qui les fait vibrer. Super, super beau projet. Vraiment, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez apprécié cet autre épisode d'un invité à la foi. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet autre épisode d'un invité à la foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer l'épisode, laisser un commentaire ou encore vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions concernant la foi chrétienne ou vous voulez vous entretenir avec moi sur votre foi, n'hésitez pas à m'écrire à info@uninvité-à-la-foi.com et ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, gardez la foi et que Dieu vous bénisse.